Bien, alors on passe maintenant à la suite du cours où on va maintenant aborder donc les sondes fluorescentes, les différents outils moléculaires qu'on peut utiliser dans les expériences qui utilisent la fluorescence. Alors on va en voir quatre différentes. Normalement, vous devriez voir, si vous ne l'avez pas encore vu avec Monsieur Riquet, dans une autre partie du cours, tout ce qui est sonde fluorescente à base de protéines fluorescentes, genre GFP, et tous les dérivés. Nous, ici, on s'intéresse uniquement aux sondes de type chimique et on va les diviser en quatre catégories. La première catégorie, vous l'avez ici, c'est les étiquettes qu'on va attacher sur des biomolécules précises. Vous avez ici un petit schéma où vous avez une biomolécule qui est là, voilà. Il y a quelque chose sur cette biomolécule, représentée en rouge ici, qui est en général une fonction, un groupement fonctionnel, une fonction chimique. Et puis vous avez un fluorophore qui va venir s'attacher dessus, voilà, créer une liaison covalente, et vous aurez ainsi marqué cette biomolécule avec un fluorophore de manière plus ou moins spécifique ici. Donc ça, c'est la première catégorie de sondes moléculaires qui va nous intéresser. C'est celle qu'on voit le plus souvent, mais il y en a beaucoup d'autres. Et notamment, vous avez aussi, on va voir quelques exemples d'applications sur des substrats enzymatiques. Donc là, vous en avez deux types différents. Alors, à quoi ça sert? Comment on peut s'en servir plutôt? Là, vous avez l'exemple 1, ici à gauche, où vous avez un fluorophore qui est éteint. Pourquoi il est éteint? Parce que il y a l'influence de ce groupement ici, ou de ce morceau de molécule qui est ici en rouge, qui fait que la fluorescence est quenchée. Il n'y a pas de fluorescence. Donc quand vous l'irradiez, il ne se passe absolument rien. Vous pouvez exciter tant que vous voulez. Il n'y a pas d'émission. Si dans votre milieu, vous avez une enzyme qui est capable de cliver cette liaison-là, tac, eh bien, vous allez enlever le morceau rouge de la molécule et vous allez rétablir le fluorophore actif. Et là, vous allez rétablir la fluorescence. Si vous irradiez, le fluorophore va se mettre à fluorescer. Alors, ça veut dire que votre outil ici, c'est un substrat enzymatique qui va vous permettre de détecter dans votre milieu, qui peut être une solution, qui peut être un lysat cellulaire, qui peut être une cellule, peu importe, la présence d'une enzyme ou d'une catégorie d'enzymes précise. Alors, je peux vous donner une petite idée. Par exemple, ici, ça peut être un fluorophore, où vous avez attaché un sucre, un glucose. Eh bien, si vous avez des glucosidases dans votre milieu, cette liaison va être coupée, va être clivée, et vous allez rétablir votre fluorophore d'origine. Vous allez avoir un signal, et donc vous aurez ainsi une sonde qui vous permet de détecter les activités glucosidasiques. Vous avez un autre exemple ici à droite qui met à profit du fret, qui est un tout petit peu différent. Vous avez remarqué dans l'exemple à gauche, en fait, on a comment dire, votre enzyme doit être capable de cliver, de prendre en charge quelque chose qui est directement sur votre fluorophore de manière très proche, ce qui n'est pas forcément toujours possible selon les types d'enzymes qu'on a. Et donc vous avez ce deuxième cas où là on utilise deux fluorophores. Sur une même biomolécule, qui peut être une protéine ou qui peut être un acide nucléique par exemple, on a mis deux fluorophores, un vert et un orange. Quand on excite le vert, les deux sont assez proches, vous avez un phénomène de fret, et le fluorophore orange fluoresce, et c'est là qu'on détecte. Si dans votre milieu, vous avez maintenant une enzyme dont le rôle est de cliver, ici, votre biomolécule en deux, si l'enzyme clive les deux biomolécules, le fluorophore vert et le fluorophore orange ne seront plus proches dans l'espace, et donc il n'y aura plus de fret. Résultat, votre fluorescence sur le canal orange va s'éteindre, il n'y aura plus de signal orange, et vous allez rétablir le signal vert. Donc, cet outil moléculaire, cette biomolécule que vous avez marquée avec ces deux fluorophores ici, c'est quelque chose dont vous allez pouvoir vous servir pour détecter la présence de cette enzyme qui peut être par exemple une peptidase.
Donc ça, c'est le deuxième type, la deuxième catégorie, on va dire, de sondes fluorescentes, donc sur les substrats enzymatiques. Vous avez ensuite des substrats enzymatiques qu'on appelle des colorants cellulaires. Donc là, il se passe rien de spécial, c'est-à-dire que vous avez des fluorophores, on les modifie pas, et simplement leurs propriétés physico-chimiques font que ils vont se loger dans des endroits précis de la cellule. Alors vous en connaissez déjà un, c'est pas pour rien si le noyau est représenté en bleu ici, marqué par le fluorophore bleu. Vous connaissez sans doute déjà le DAPI, qui est un fluorophore qui va se placer dans les noyaux, qui se loge dans le sillon de l'ADN. Mais vous en avez d'autres, hein. Vous avez des fluorophores qui vont se loger dans l'appareil de Golgi, par exemple, d'autres dans la membrane, etc. Donc ça, c'est des colorants cellulaires. Alors, c'est plus ou moins facile à élaborer. Le DAPI, par exemple, c'est une petite molécule qui va se loger dans l'ADN directement. Mais vous pouvez imaginer aussi des anticorps qui reconnaissent spécifiquement quelque chose qui est dans le Golgi, par exemple, et sur lesquels vous avez fixé des fluorophores. Donc on va en reparler un petit peu plus tard de cela. Prochaine catégorie, c'est ce qu'on appelle les sondes ratiométriques, ou les indicateurs environnementaux. Là, en fait, il s'agit de fluorophores qui vont avoir des propriétés de fluorescence différentes selon qu'ils sont en présence de tel ou tel ion, selon qu'ils sont à tel ou tel pH, selon que le milieu est plus ou moins hydrophobe, etc. etc. En fait, c'est une famille assez large qui peut servir à détecter différentes choses, mais typiquement, vous avez des sondes de pH, par exemple, avec des fluorophores qui vont fluorescer plus ou moins selon le pH. Par exemple, fluorescer très fort à pH basique, et puis en dessous du pH neutre, ne pas fluorescer du tout. Vous avez aussi des sondes qui vont fluorescer à des longueurs d'onde différentes selon que le pH diminue ou augmente. Vous avez des sondes, pareil, qui vont fluorescer de manière différente, soit de manière plus ou moins intense, soit en modifiant leur longueur d'onde, en présence d'un ion, comme les ions calcium par exemple. On en verra un exemple. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les sondes ratiométriques. Et vous avez donc ici les 4 familles dont je parlais. Et alors, il y a peut-être d'autres types de sondes auxquelles je n'ai pas pensé ici, mais c'est vraiment ces 4 familles-là qui représentent une grosse partie des sondes fluorescentes qui sont utilisées en biologie et en biotechnologie. Donc vous avez les étiquettes moléculaires pour les biomolécules, ce qu'on appelle des marqueurs, les colorants cellulaires, les substrats enzymatiques et les sondes ratiométriques. Alors, je vais commencer à vous présenter un petit peu les structures de fluorophores. Alors soyons clairs ici, le but du jeu n'est pas que vous reteniez les structures des fluorophores par cœur. Ça n'a pas d'intérêt ici. Par contre, je vous dirais quand il y a un squelette de structure qu'il faut connaître quand même, qu'il faut retenir. Il y en aura 3 principalement dans cette partie de cours. Alors je suis désolé, cette partie-là, ça va faire un petit peu office de catalogue, on ne peut pas vraiment faire autrement, mais je vais essayer de détailler ça avec des exemples variés pour essayer de faire que ça ne soit pas trop monotone. Donc on va maintenant regarder les familles chimiques, les structures. Je commence par les fluorophores endogènes, c'est-à-dire les fluorophores qui font déjà partie des organismes vivants. Alors la quinine par exemple, c'est une molécule naturelle. Nous, on ne la produit pas, il n'y en a pas chez l'être humain, mais enfin, c'est une molécule naturelle chez l'arbre. Donc, si vous étiez en train d'imager, par exemple, les arbres de la famille Cinchona, eh bien, vous auriez dans l'écorce de la quinine, et donc vous auriez une fluorescence endogène. Mais chez nous, vous avez déjà des molécules, même si la fluorescence est beaucoup moins forte, qui présentent quand même une fluorescence. C'est le cas de la phénylalanine, des acides aminés. C'est le cas de la tyrosine. Donc pour ces acides aminés-là, la fluorescence est très faible, mais cependant, vous savez qu'il y en a énormément. C'est des molécules qui constituent vos protéines. Vous savez
sans doute qu'il y a à peu près 50% de la masse sèche d'une cellule qui est représentée par les protéines. Donc résultat, quand on ajoute quand on ajoute la fluorescence de toutes les phénylalanines et tyrosines qu'il y a dans la cellule, on arrive quand même à une quantité qui n'est pas négligeable et qui est mesurable de fluorescence. Ça va faire que vous allez avoir dans tout échantillon que vous allez mesurer, que ce soit par imagerie ou par spectroscopie, vous allez avoir de l'autofluorescence de votre échantillon. C'est-à-dire que vous aurez un bruit de fond de fluorescence. Et le but du jeu, quand vous voulez créer une expérience qui utilise la fluorescence, c'est que votre signal spécifique, celui que vous créez et qui vous intéresse, soit bien supérieur à ce bruit de fond. Donc il y a une histoire de rapport signal sur bruit qu'il faut toujours optimiser. Vous avez le tryptophane comme acide aminé qui est quand même moins fréquent que les phénylalanines et tyrosines, mais qui par contre est beaucoup plus fluorescent. Son rendement quantique c'est 0,13. Alors la fluorescence du tryptophane est très sensible aux facteurs environnementaux et d'ailleurs la fluorescence des tryptophanes peut être utilisée, peut être mise à profit dans certaines expériences de fret par exemple. Donc voilà, ça c'est plutôt les molécules dont la fluorescence pourrait vous gêner s'il y en avait. Il n'y en a pas beaucoup dans les cellules, mais il y en a. Donc celles-ci sont, le phénylalanine tyrosine, c'est pas très fluorescent, mais vous avez des structures qui le sont plus. Vous connaissez sans doute le couple NADH-NAD, ou l'équivalent flavine que vous avez ici. Ça, c'est pas des molécules qui sont aussi présentes que celles qu'on a citées juste avant, mais par contre elles sont plus fluorescentes. Alors typiquement ce sont des cofacteurs enzymatiques. Donc là vous avez deux exemples, mais il y en a aussi d'autres. Par exemple les porphyrines, le pyridoxal phosphate. Donc les porphyrines, c'est les M que vous pouvez avoir dans certaines enzymes, par exemple dans l'hémoglobine, qui est une structure qui a des propriétés de fluorescence non négligeables. Voilà, donc quand vous avez cette autofluorescence qui est générée, il va falloir toujours la gérer. Donc, comme je vous l'ai dit, le but du jeu, c'est d'arriver à avoir un signal spécifique à vous qui vous intéresse, qui soit bien au-dessus de cette autofluorescence. Et dans toute expérience, il faudra bien sûr faire ce qu'on appelle un contrôle négatif, comme dans toute expérience de biologie. Et notamment en microscopie, on a besoin d'un contrôle négatif qui vous montre l'autofluorescence de votre échantillon quand il n'y a pas votre sonde que vous utilisez par ailleurs. Donc ça vous permet de quantifier le background et de mettre en évidence les contrastes. On va dire qu'il y a une course technologique, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, ça c'est un petit peu ralenti, mais il y a eu quelques années quand même où il y avait une espèce de volonté d'avoir des fluorophores qui tirent toujours plus vers le rouge et l'infrarouge. Et vous avez des sondes, on le verra un petit peu plus tard, qui sont accessibles, qui fluorescent non pas dans le visible mais dans l'infrarouge, qui sont de plus en plus communes, qui sont toujours un peu chères de nos jours pour celles qui sont commerciales. Mais il y a une raison à ça, c'est que l'autofluorescence dont je parle là, c'est une autofluorescence qui est principalement dans l'UV et on va dire les zones énergétiques du visible. Donc en gros, l'autofluorescence elle est surtout dans l'UV, dans le bleu, mais pas tellement dans le orange ou dans le rouge. Il y a beaucoup moins de bruit de fond si vous allez dans ces longueurs-là dans une cellule vivante. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à essayer de tirer de plus en plus les longueurs d'onde. C'est ce qu'on appelle un effet bathochromique quand on va vers les longueurs d'onde les moins énergétiques. Alors maintenant qu'on a parlé de ces fluorophores endogènes, voyons voir quel type de molécules on peut utiliser, molécules synthétiques donc, pour créer notre fluorescence dans les échantillons biologiques.
première famille, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus, mais ce sont les composés polycycliques aromatiques. Alors, vous en avez un exemple ici, qui est le chlorure de benzyle. Voilà, le chlorure d'enzyle, c'est une molécule qui appartient à la famille des naphthalènes, c'est-à-dire que vous avez deux cycles aromatiques qui sont accolés, et vous voyez, il y a une amine d'un côté, et puis un chlorure de sulfonyle de l'autre, SO2Cl. Donc, si on regarde ici, vous avez un doublé non liant sur l'azote, qui est conjugué à la structure aromatique ici, qui est conjugué avec les S double liaison O. Okay, donc ici, toute la structure est conjuguée. Donc ça, c'est un fluorophore, et c'est un fluorophore qui a été utilisé pour améliorer la méthode de Sanger de séquençage des protéines, que vous connaissez peut-être déjà. Donc Sanger, qui est un grand nom de la chimie et de la biochimie, qui est le seul à avoir obtenu 2 prix Nobel de chimie à ce jour, et pas n'importe lesquels, c'est des prix Nobel qui vous intéressent, puisque le premier c'était sur une méthode qui permettait, la première méthode qui a permis de séquencer les protéines, et le deuxième sur une méthode qui a permis de séquencer l'ADN. Donc forcément c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Alors, ces composés polycycliques aromatiques, ce chlorure de benzyle, celui-là il est assez petit, mais vous pouvez avoir des structures qui sont encore plus grandes et conjuguées. Alors, bon, je vous passe sur ces exemples-là, vous les regarderez par vous-même dans le poly, qui est disponible sur Moodle. Je vous mets quelques exemples de structures comme ça, de fluorophores qui sont utilisés sur certaines applications. Donc là, vous en avez deux. Alors celui de gauche, le 7, ressemble beaucoup au chlorure de sulfonyle qu'on vient juste de voir, mais il a été utilisé en imagerie. Et notamment en fret, c'est un très bon fluorophore pour le fret. Vous avez le Lucifer Yellow qui est un peu plus grand, vous avez 3 cycles ici, donc ça c'est le 8. Donc les 2 cycles aromatiques sont conjugués avec les SO3-, mais aussi avec le NH2, et aussi avec tout ça. Des composés polycycliques peuvent être plus grands, par exemple des pyrènes, là vous avez 4 cycles, puis ça peut aller, on peut avoir des structures encore plus grandes. Donc ça c'est un pyrène, le 9, c'est pour vous montrer un exemple, mais sachez que jamais vous ne verrez le pyrène tel quel utilisé comme fluorophore dans une expérience de biologie. Le problème, si vous regardez cette structure et que vous avez fait un peu de chimie dans le passé, vous allez peut-être vous rendre compte que cette structure-là, elle est très hydrophobe. Il n'y a rien du tout de polaire, il n'y a rien du tout d'hydrophile, il n'y a pas de OH, il n'y a pas de SH, il n'y a pas de NH, et c'est quelque chose qui est très hydrophobe. Et donc si c'est trop hydrophobe, ça ne va pas être soluble dans l'eau. Et si c'est pas soluble dans l'eau, c'est pas non plus soluble dans les milieux de culture, dans les solutions tampons, etc., qui sont utilisées en biochimie, en biologie et en biotechnologie. D'accord ? Donc c'est une structure de base, ça, mais en fait après il faut la décorer pour la rendre soluble dans l'eau. Alors pourquoi on se fatigue quand même à faire de la chimie pour habiller les pyrènes, pour les adapter aux expériences biologiques? C'est parce que les pyrènes ont une particularité, c'est qu'ils ont un temps de vie de fluorescence qui est assez long. Et ça peut être mis à profit dans certaines techniques, mais qui ne sont pas forcément les plus utilisées, mais notamment des techniques qui utilisent le phénomène de quenching dont on a parlé au chapitre précédent. Donc voilà, je passe là-dessus, périlène, anthracène, etc. Différentes familles, en général quand ça finit par N, c'est que ce sont différents cycles aromatiques qui sont accolés entre eux. Bon, c'est une première famille de fluorophores, mais ce n'est pas celle qui est la plus utilisée. Deuxième famille, c'est des petits fluorophores, là, qui est un peu plus utilisé déjà, c'est les coumarines. Donc une structure de coumarine, c'est ce que vous avez ici, en 10 et en 11, donc c'est ces deux cycles accolés là. Un cycle aromatique, puis ce cycle à 6, vous avez un ester cyclique, ce qu'on appelle une lactone, et cette double liaison.
Donc ça, c'est une coumarine. C'est une classe de produits à la base naturels, mais évidemment qu'on modifie de manière synthétique. On les synthétise, hein, c'est assez facile à synthétiser et à modifier, qui ont des propriétés, on va dire, pas forcément, enfin oui, qui ont des propriétés thérapeutiques ou qui ont des propriétés en tout cas euh, qui ont une grosse influence sur les organismes vivants. Alors je trouve pas mes mots parce que j'arrive pas à vous dire que c'est pas juste utilisé comme médicament dans certains cas, mais ce sont des antivitamines K par exemple qui sont utilisés dans les produits de type Morora pour tuer les rongeurs, pour tuer les nuisibles, etc. Donc ça peut être utilisé en thérapeutique, mais ça peut aussi être utilisé à d'autres buts. Alors nous, évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est pas leur propriété pharmaceutique, c'est plutôt leur propriété physico-chimique de fluorescence. Donc ces coumarines ont un bon déplacement de Stokes, et ce sont des petites molécules, et c'est toujours bien d'avoir des fluorophores les moins encombrants possibles si on peut. Donc vous en avez deux exemples ici, avec le 4-MU, 4-méthylon-béliférone, qui est un cas assez intéressant, puisque là vous avez un fluorophore qui est un indicateur de pH quelque part, puisque si le phénol est déprotoné, que vous avez donc le O-, voilà ici, tac, eh bien vous allez avoir une fluorescence à une certaine longueur d'onde, alors que si le OH est protoné et que vous avez la forme phénol et pas phénolate, votre longueur d'onde d'émission de fluorescence shift un petit peu et diminue aussi, est modifiée aussi en intensité, ce qui fait que on peut moduler la fluorescence de ce fluorophore là en contrôlant le pH. Même chose ici pour cette coumarine là, mais cette fois qui porte une amine. Et là c'est l'inverse, plutôt que d'avoir un phénol qu'on peut déprotoner, une amine, elle, peut être protonée, c'est-à-dire passer de la forme NH2 à la forme NH3+, ici, la forme ammonium. Okay. Donc c'est un petit peu la même chose que ce que je viens de dire, sauf que là c'est inversé quelque part. Donc ce squelette de coumarine, il peut être habillé aussi à plusieurs endroits. Et on verra notamment dans le dernier chapitre de ce cours qu'on peut faire des choses intéressantes en mettant des substituants à cette place-là. Notamment si on met ce qu'on appelle un groupement azoture, un groupement N3, on va éteindre la fluorescence. Donc la coumarine n'est pas fluorescente si elle porte un N3 à cet endroit-là. Et en faisant une réaction chimique spéciale, eh bien on va rétablir cette fluorescence. Ce qui fait que vous aurez un fluorophore qui ne fluoresce pas dans le milieu, donc qui produit très peu de bruit de fond, et qui va se mettre à fluorescer uniquement une fois qu'il aura réagi avec la cible qui vous intéresse. Alors je reste pour l'instant très flou, hein, c'est fait exprès, sur ce que j'appelle les cibles qui nous intéressent, mais on va voir plein d'exemples par la suite, ne vous inquiétez pas, ça s'éclaircira. Donc il y a différents endroits, hein, différentes positions sur lesquelles on peut habiller ces coumarines pour mettre différents groupements. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant, mais sachez donc que vous avez une famille de fluorophores qui est assez variée. Alors, on étend un petit peu la structure, et on passe ici sur les indoles et les imidazoles. Donc vous en avez un exemple ici que normalement vous connaissez. Peut-être pas la structure de la molécule, hein, je sais pas, mais l'acronyme en tout cas, vous l'avez peut-être déjà vu et vous avez peut-être déjà utilisé cette molécule, c'est le DAPI. Le DAPI, c'est ce fluorophore là. Donc vous voyez, c'est un indole. Donc l'indole, c'est le motif ici, et vous avez un cycle aromatique benzénique qui est fusionné avec ce cycle A5 qui porte un azote. Donc ça, c'est le DAPI. Et il a la particularité d'aller se loger dans l'ADN. Donc quand vous le mettez dans une culture cellulaire, le DAPI, eh bien, il va aller se loger dans le sillon mineur de l'ADN, principalement. Et puis ensuite, quand vous faites vos rinçages, vous faites différents rinçages,
vous changez le milieu, etc. Le DAPI qui reste en solution ailleurs que dans le noyau est enlevé, mais celui qui est dans le noyau, il est coincé dans le sillon mineur de l'ADN, et donc il n'en bouge pas, et vous avez un colorant cellulaire très efficace pour mettre en évidence les noyaux. Il y a énormément d'images en imagerie cellulaire qui sont faites avec un contre-marquage au DAPI qui permet de voir les noyaux et donc d'identifier toutes les cellules présentes. Vous en avez un autre ici qui est le EUST 33342. Alors bon, ça c'est pas un indole, c'est un imidazole. Vous voyez la différence dans la structure de l'imidazole, c'est ce deuxième azote qui est ici. Donc celui-ci il a à peu près les mêmes propriétés que le DAPI. Il va se mettre comment dire, au même endroit dans l'ADN. Donc il marque aussi le matériel génétique. Mais par contre, il a comment dire, une petite particularité, c'est que sa fluorescence est quenchée en présence de la bromodésoxyuridine que vous avez ici, en bas à droite. Donc la bromodésoxyuridine, c'est un analogue de la thymidine qu'on peut mettre dans une culture cellulaire, et vous allez avoir la fluorescence qui va s'éteindre au moment où cet analogue de la thymine sera pris en charge et sera incorporé dans l'ADN qui est en cours de synthèse. Et donc vous avez ici un système qui va vous permettre de déterminer à quelle étape du cycle cellulaire vous êtes, par exemple. Donc, voilà un autre exemple d'application un petit peu différent. Les indoles et les imidazoles peuvent aussi être des sondes ratiométriques, et je vous donne ici un exemple particulier qui est pas mal utilisé en biologie et qui est assez rigolo. C'est l'Indo 1 donc, que vous avez ici. Donc structure, même chose que tout à l'heure, vous avez un indole ici. Mais vous voyez la différence, c'est que tac, CO2-, 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 CO2-. Alors là, il y a des contre-ions potassium, K+. Ok. Mais c'est une structure qui est un peu bizarre. Il y a 4 acides carboxyliques comme ça, enfin 4 carboxylates. C'est pas courant. Et la raison pour laquelle on a ça, c'est que ce tétracarboxylate, s'il a mis en présence d'ion calcium, eh bien il va chélater un ion calcium de cette manière-là, comme vous avez à droite. En fait, la structure va se replier sous forme de cage, et vous allez avoir des liaisons faibles qui vont se créer, ioniques, entre les oxygènes des 4 groupements carboxylates et le calcium. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Eh bien, tout simplement, c'est difficile de se rendre compte sur une représentation en 2D schématique de la molécule comme ça, mais vous pouvez peut-être quand même vous douter que la molécule à droite, en violet, n'a pas tout à fait la même conformation, les mêmes angles de liaison, etc., que la bleue quand elle n'est pas chélatée au calcium. Et ça a une importance sur la fluorescence, parce que les angles de liaison modifient la manière dont votre structure ici est conjuguée. Par exemple, vous voyez ici que ces liaisons-là sont plus écartées ici qu'elles ne le sont dans la structure bleue. Donc ça va modifier la conjugaison. Et si ça modifie la conjugaison, ça modifie les longueurs d'onde d'excitation et d'émission. Donc là, vous avez l'impact ici en haut à droite, où vous avez 2 courbes, enfin non, vous avez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 courbes, qui ont été faites à différentes concentrations d'ion calcium. Et vous voyez que quand vous augmentez la concentration en ion calcium, eh bien, votre fluorescence shift vers la gauche. Donc ça, c'est bien le spectre d'émission. D'accord ? Tout ça, c'est le spectre d'émission. Et on excite à une longueur d'onde fixée ici à 340 nanomètres.
vous voyez que plus on met de calcium et plus la fluorescence se situe ici aux alentours de 400, 380, 395, 400 nanomètres. Alors que quand il n'y a pas d'ion calcium, le maximum se situe ici, plutôt aux alentours de 475, 480. Eh bien, si on fait la mesure aux deux longueurs d'onde et qu'on fait ensuite le ratio des intensités de fluorescence aux deux longueurs d'onde, on va être capable, en appliquant une petite formule qui est en général très simple à mettre en œuvre, de retrouver une concentration en ion calcium. Donc vous avez quoi ici? Eh bien, vous avez un fluorophore qui, si vous l'utilisez dans un échantillon biologique, vous permettra de déterminer la concentration en ion calcium. Donc c'est ce qu'on appelle une sonde ratiométrique. Et ce qui est assez frappant, c'est que c'est pas juste utilisable en solution, c'est-à-dire que vous allez être capable d'évaluer la concentration en calcium en imagerie cellulaire dans un organite donné, par exemple. Vous pouvez dire, à l'intérieur du lumen de l'appareil de Golgi, j'ai telle concentration, alors qu'à l'extérieur, dans le cytosol, j'ai une concentration beaucoup plus faible, par exemple. D'accord ? Donc ça peut être très utile dans certaines expériences, les ions calcium étant impliqués dans pas mal de phénomènes biologiques. Donc ça, c'est un exemple de sonde ratiométrique. Je reste sur ce même exemple, cette même molécule. Sauf que maintenant, on la protège. Vous voyez que sur les groupements carboxylates, j'ai rajouté ici des esters en vert. Alors vous avez un ester ici, CH3COO, ensuite CH2O. Okay. On a mis ça 5 fois, donc sur les 4 carboxylates ici, et puis sur celui qui était de l'autre côté de la molécule. Et vous avez ici une structure qui n'est pas fluorescente. Quand elle est sous forme d'ester, elle ne fluoresce pas. C'est ce qu'on appelle un profluorophore. Tout comme je ne sais pas si vous avez déjà vu des structures de médicaments. Il y a certains médicaments qu'on administre sous une forme qui n'est pas du tout active. Et une fois que vous l'avez administrée dans le corps, elle va peu à peu se transformer en la substance active par une réaction chimique ou une métabolisation. C'est ce qu'on appelle un promédicament. Là, c'est la même chose. Vous avez un profluorophore, c'est-à-dire que c'est une structure qui n'est pas fluorescente, mais qui va peu à peu se convertir en la structure fluorescente qui vous intéresse dans le cadre de votre expérience. Alors, pourquoi je vous montre celui-là ? La structure d'avant, donc je reviens juste en arrière, voilà, ici. Si vous avez une structure ici avec 4 ions négatifs, 4 charges négatives, 4 carboxylates, vous comprenez peut-être que c'est très polaire, et si c'est très polaire, ça ne passe pas les membranes. Et si ça ne passe pas les membranes, il faut l'apporter dans la cellule. Donc voilà la manière de l'apporter dans la cellule. On met des esters dessus. Ces structures-là passent les membranes, elle est assez hydrophobe. La balance entre l'hydrophobicité et l'hydrophilicité est bonne, passe à travers la membrane, et une fois qu'elle est dans la cellule, vous avez des enzymes de type estérase qui vont se charger de cliver ces esters verts et qui vont rétablir la structure fluorescente dont on a parlé à la slide précédente. Ce fluorophore-là est pas mal utilisé, notamment en cytométrie de flux, qui est une technique. On va en parler si vous voulez. Si vous ne connaissez pas cette technique, je pourrais vous donner une vidéo comme celle que je vous ai donnée au chapitre précédent, qui vous explique bien en détail ce que c'est que la cytométrie de flux. Voilà, je vais m'arrêter ici pour le moment. Et on va continuer ça la prochaine fois.